Ouais, c'est orange le problème. Et là, je viens de repasser, ça monte et ça descend. Je viens de repasser à 10 MB, 20 MB. Donc c'est une question de débit. Le débit est totalement instable. Parce que tu n'as aucun débit garanti. Bonjour à tous. Ah oui, Est-ce qu'au niveau du son, vous nous entendez bien? Je suis vraiment obligé de t'abandonner. Bonjour James, pareil, test de micro de mon côté. Salut Marc-Antoine, impeccable, moi je te reçois bien. Et au niveau du chat, c'est confirmé, on nous entend bien. Super. Alors, il est 11h02. Ce que je te propose, c'est qu'on attende 1 minute. Sans problème. Pour permettre aux retardataires de nous rejoindre. Et après, on démarre. Je vais juste en profiter pour faire un test de partage sur mes slides que je présenterai après les tiennes. Comme ça, on va vérifier que ça marche bien. Si je n'avais pas 143 applications ouvertes, ce serait plus simple. Alors, le test de partage. Est-ce que je partage un écran? Oui, je vais partager un écran. Je vais partager une fenêtre. Alors, et là, je vais basculer sur grand écran. James, tu me dis si oui, tu je te vois confirme, bien. ça fonctionne bien. C'est grand écran complet? Exactement. Bon, alors je ne touche plus à rien, j'enlève le partage et je te rends la main. Merci. Voilà. Miracle de la technologie, ça marche. Parfait. Ben, écoute, je te propose qu'on démarre. Donc, pour le webinaire d'aujourd'hui, en termes d'organisation, je propose de démarrer donc en une vingtaine de minutes. L'objectif, ça va vraiment être de présenter donc déjà faire un rappel d'actualité sur où est-ce que nous en sommes au niveau de la directive NIS 2, donc de sa transposition en droit française, et puis un petit retour d'expérience par rapport à ce que nous avons pu faire avec l'un de nos clients qu'on accompagne déjà sur sa mise en conformité NIS 2 entre la France et la Belgique. Donc, c'est une société française qui possède des filiales en France et à l'étranger, notamment en Belgique et aux Pays-Bas. Donc, en termes de timing, 20 minutes pour ma présentation, 20-25 minutes pour toi, Marc-Antoine, et puis on prendra toutes les questions à la fin pendant 10 à 15 minutes. Voilà. Donc, si ça vous va, on démarre. Donc, pour présenter Serma, Safety and Security, en 30 secondes, top chrono. Donc, nous sommes une société de conseil de 240 personnes spécialisées en cybersécurité, qualifiées par CLPM et présent à 360 degrés sur les activités de la cybersécurité, GRC, offensif, défensif, donc avec le SOC. Et également, nous sommes un laboratoire de sécurité SESTI, soft et hard. Allez, c'est parti. Donc, je vais assumer le fait qu'au niveau de l'audience, vous avez déjà entendu parler de NIS 2, donc je ne vais pas forcément vous représenter la directive dans les détails, mais plutôt faire un point d'actualité sur où est-ce que nous en sommes au niveau de la transposition à date. Donc, petit rappel, NIS 2, c'est une directive européenne. Qui dit directive dit nécessité de transposer en droit national. On avait donc jusqu'au 17 octobre, date butoir fixée par la Commission pour ce faire, mais nous sommes en retard. Donc, on a eu une première phase avec un premier projet de loi qui a été présenté en Conseil des ministres, c'était le 15 octobre, suite à quoi le texte est allé au Sénat. Donc, beaucoup d'entre vous l'ont suivi, notamment au travers des commissions parlementaires, des commissions, donc pour le coup sénatoriales, qui étaient, elles, publiques. Donc, on a vu beaucoup de personnalités de la cybersécurité auditionnées. Donc, ça, c'était assez intéressant. Donc, des débats qui ont eu lieu entre le mois de novembre 24 et février 25, ce qui a abouti
à l'adoption d'un premier projet de loi modifié par le Sénat, mais adopté. Et donc ça a été le 12 mars 2025. Suite à quoi donc, Je me permets de t'interrompre, James ouais. Patrick. Ce projet de loi adopté par le Sénat est disponible en libre accès et même en téléchargement sur le site web de mon cabinet. On a fait une version Word de manière à ce que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. C'est en libre téléchargement. Il faut juste aller sur Technique et droit du numérique ou le Dieu avocat et on peut télécharger. Merci Marc-Antoine. Suite à quoi le texte a donc suivi sa vie. Donc, il arrive à l'Assemblée nationale et les travaux démarrent le 13 avec donc en président du bureau de la commission, député Latombe et Botrel. On a là aussi donc des auditions qui ont commencé et qui sont elles aussi publiques. Donc, on a vu défiler M. Strobel, le directeur de l'ANSSI, on a vu la CNIL, on a vu des experts, on a vu notamment le CLUSIF lors des auditions publiques. Et on avait confirmation au préalable d'une présentation pour vote avant l'été, mais somme toute, ça ne sera pas possible. Donc, on s'oriente plutôt vers un texte présenté pour vote à l'Assemblée nationale à la rentrée, donc à la rentrée de septembre 2025. Alors, donc, je vous disais, donc, le texte a été adopté au Sénat. Par rapport au projet de loi initial, quelles ont été les principales modifications apportées par le Sénat? Alors, il y en a eu plusieurs, déjà des clarifications. Ils ont clarifié comment la directive NIS 2 allait s'appliquer au secteur public, notamment aux collectivités territoriales. Donc, ils ont proposé plutôt que les collectivités territoriales soient entités essentielles, soient plutôt entités importantes. Ils ont également clarifier comment en fait l'État devait soutenir les collectivités territoriales au travers de la stratégie nationale de cybersécurité. On a également précisé des effets d'exonération de sanctions, c'est toujours pour le secteur public, qui signifie que les entités, agences de l'État, dépendantes de 100% de l'État, elles ne seront pas soumises aux sanctions. Le Sénat a laissé la possibilité de la création d'un label de confiance, un label NIS 2. L'idée, c'est vraiment de valoriser les entités qui ont fait l'effort de se mettre en conformité, donc qui ont fait les investissements pour, et donc fournir un point de repère au marché. Alors, cet élément-là, il n'apparaît pas noir sur blanc dans le texte voté par le Sénat. En revanche, ça a été présent tout du long pendant les travaux de commission et notamment, c'est quelque chose qui pourrait être par la suite adopté par un décret. Ensuite, le Sénat, et ça c'est quelque chose qui a été confirmé par la suite au niveau des amendements de l'Assemblée nationale, mais c'est l'interdiction de backdoor au niveau des technologies de chiffrement. Donc, ça faisait écho à un autre texte qui était étudié en parallèle. Donc, le Sénat confirme l'interdiction d'introduction de portes dérobées dans les mécanismes de chiffrement. Et également, le Sénat a confirmé, donc ça, c'était un point au niveau du coût des contrôles de conformité. Donc, seuls les audits qui seront réalisés par des entités autres que l'ANSSI seront à la charge des entités auditées. Pour le reste, si c'est l'ANSSI qui audite, les audits ne seront pas refacturés aux entités importantes et aux entités essentielles. Faut savoir que donc, tous ces amendements-là sont présents dans le texte qui est aujourd'hui en train d'être étudié par l'Assemblée nationale. Et quand même, suite au débat, parce qu'il y a des débats en cours, on voit que certaines questions de fond sont, on va dire, ravivées. Voilà. Je passe à la suite. Il y avait un sujet assez important qui était celui de l'articulation entre NIS 2 et l'ISO 27001. On a vu que la question a été posée à Vincent Strobel lors de son audition par les sénateurs, puis lors de son audition par l'Assemblée nationale, parce qu'en fait, la certification d'ISO 27001, on voit que dans certains pays européens, elle est reconnue comme un moyen de conformité. Donc, la question était de savoir si nous, en France,
on souhaitait, option 1, accepter la certification ISO 27001 comme un moyen de conformité, ou option 2, au contraire, plutôt partir sur un référentiel national. Alors, réponse courte, hein, nous, on retient plutôt l'option 2, donc l'approche référentiel national. Donc ça, vous en avez dû en entendre parler, puisque une première version avait fuité via la presse, hein, donc disponible sur Internet. S'agissant d'un leak, on ne peut pas le partager, hein, mais il est disponible hein, si vous cherchez sur Google. À savoir qu'aujourd'hui, ce référentiel national est en V3, donc il a quand même substantiellement évolué par rapport à la version qui est disponible sur Internet, et que la version définitive, hein, ça vous le savez, sera confirmée par décret du Conseil d'État postérieurement à l'adoption de la loi résilience et infrastructure critique. Ok, alors du coup, Vincent Strubel l'a assez bien dit hein, lors de son audition, donc pourquoi la France ne souhaite pas adopter l'ISO 27001 comme un standard de conformité par rapport à NIS2. Alors déjà parce que c'est une norme internationale, hein, ce n'est pas une norme UE, d'accord, donc ce n'est pas la Commission et encore moins que des États français qui décident de ce qu'on y met. Les Japonais peuvent avoir leur mot à dire, les Australiens peuvent avoir leur mot à dire, les Américains et les Chinois. Il y a une absence de certaines exigences de sécurité hein, qui sont présentes dans NIS2 qu'on ne retrouve pas dans la 27001. Je pense à la gestion de crise, les simulations, bien sûr, déclaration d'incident, à l'absence, donc tout ce qui va être gestion du risque de tiers, hein, ce qu'on appelle TPRM, Third Party Risk Management, qui est absent également. Donc là, ça nécessiterait d'avoir des compléments. Et puis, alors ça, c'est toujours, j'ai envie de dire, les éternels reproches que certains font à la 27001, mais c'est le fait que les auditeurs in situ, hein, lorsqu'ils sont en audit, ne vérifient pas systématiquement l'efficacité opérationnelle des mesures de sécurité, mais plutôt la conformité, on va dire, documentaire. Ça, c'est souvent un point dur. Et puis la deuxième, c'est la possibilité, ça on le sait, c'est rare, mais ça existe, la possibilité de, parce qu'on respecte formellement les exigences de la 27001, on obtient le certificat alors que substantiellement, le niveau de sécurité est assez faible. Donc ça, c'est des arguments qui vont contre le fait que la 27001 soit utilisée comme standard. D'accord? Donc, nous, en France, voilà, ça sera plutôt un référentiel national, 20 objectifs de sécurité, déclinés en exactement, Marc-Antoine, combien de… 208 mesures pour les 208 entités essentielles Oui. et 92 mesures parmi les 208 pour les entités importantes. Voilà, parfait, très bien. Donc, l'implication, si vous êtes déjà certifié 27001, c'est très bien. C'est très bien. Hein. Ça a été souligné hein, par l'ANSSI, par Strubel, par les entités. Donc, si on est déjà certifié, c'est très bien. C'est un gros pas en avant, mais il y aura des exigences complémentaires. Donc, on fera son gap analysis. Voilà. D'où le gap analysis, voilà. Exactement. Et à savoir du reste que la certification 27001 en elle-même est un moyen de conformité pour un des objectifs du référentiel national. Donc, elle n'est pas inutile. Elle permet d'être conforme à au moins un des objectifs. Voilà. OK. Donc, une fois qu'on a dit ça, donc petit rappel hein, sur comment déterminer si mon organisation est soumise à NIS2. Petit rappel, parce qu'en fait, il y a certaines choses qui sont effectivement pas claires dans la communauté. Il y a déjà plusieurs questions à se poser. Est-ce que mon organisation est du type entité ou réseau critique? Auquel cas, en fait, directive REC, résilience c'est critique, ou directement ce qu'on appelle le règlement d'exécution hein, pour les secteurs des services du numérique qui s'applique. Là, on coupe court à la conversation. L'entité est directement soumise à NIS2 et en plus, elle est qualifiée d'office comme entité essentielle. On n'a pas besoin de poursuivre l'analyse. Voilà. On continue. Si nous ne sommes pas dans ce premier cas de figure, on se pose la question, est-ce que mon entité est soumise à DORA, secteur financier? Auquel cas, on arrête l'analyse, là aussi, puisque vous êtes soumis à NIS2, mais vous n'avez pas à vous soumettre aux obligations de NIS2, puisque précisément DORA est ce qu'on appelle une loi spéciale, l'ex spécialiste de NIS2, donc on est plutôt contraint de se soumettre
à NIS2 et même de répondre aux régulateurs des entités DORA. Donc là, on va plutôt être sur l'ACPR, au niveau national, l'AMF dans une moindre mesure et au niveau européen, la BCE. Voilà. Donc, une fois qu'on a passé ces deux éléments, on va se poser la question de calculer sa taille, d'accord? Et puis, d'identifier son secteur d'activité. Ma taille, c'est est-ce que je suis moyen ou grand? Mon secteur d'activité, est-ce que je suis annexe 1 ou annexe 2? Et là, automatiquement, si je réponds à ces deux critères, si je suis annexe 1, alors je suis entité essentielle. Si je ne suis pas annexe 1, c'est que je suis annexe 2, je suis entité importante. Ça, jusque-là, c'est assez clair. Mais ce n'est pas fini. Parce que si je ne suis ni entité moyenne ou grande, ni soumis à l'annexe 1, à l'annexe 2 directement, il y a une autre question à se poser, c'est est-ce que mon entité, d'une part, pourrait être identifiée par l'État a posteriori, je vous rappelle du mécanisme qui permet d'identifier nominativement des entités comme entités essentielles ou importantes. Et puis, deuxièmement, c'est me poser la question, est-ce que moi, j'interviens comme un maillon critique dans la chaîne d'approvisionnement d'une entité qui est, elle, soumise à NIS2 et donc qui est régulée. Est-ce que je suis sous-traitant? Est-ce qu'un de mes donneurs d'ordre est clairement entité régulée? Voilà, donc si c'est le cas, potentiellement, mon organisation va être soumise à des obligations directes. Je précise, je ne vais pas devenir entité régulée parce que je travaille pour un donneur d'ordre qui est entité régulée. Non, en revanche, ce donneur d'ordre peut m'appliquer tout un tas de mesures, puisqu'il a l'obligation de sécuriser sa chaîne d'approvisionnement, il peut m'appliquer tout un tas de mesures de sécurité que j'aurai l'obligation contractuelle de réaliser. Donc voilà, comment calculer la taille d'une entité NIS2? Donc, on a dit très rapidement équivalent ETP, donc équivalent temps plein, chiffre d'affaires en taxes annuelles et bilan de la société. Ensuite, attention, ce que je vais présenter, c'est ce qu'on appelle la méthode belge. Parce que ce que je présente, ce n'est pas la position française, ce n'est pas la position adoptée par l'ONSI. En revanche, c'est la méthodologie qu'on a dû appliquer pour notre client, société française qui possède des filiales en Belgique, puisque c'est cette méthodologie qui est poussée par l'équivalent NSI belge. Pour consolider ces données NIS2, on va distinguer les entités partenaires et les entités liées. Entités partenaires, c'est que vous possédez une participation entre 25 et 50% dans une filiale. Auquel cas, vous allez consolider de façon proportionnelle ces données de TP, ces données de chiffre d'affaires, ces données de bilan. Si c'est une entité liée, c'est que vous possédez plus de 50% strict, donc 50,1, auquel cas, on obtient 100% des données de la filiale. Et c'est ça qui constitue votre base consolidée. Toujours la méthode belge. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous baser sur les critères d'effectifs et sur les critères de données financières pour déterminer si vous êtes une entité grande, une entité moyenne ou une entité petite. Voilà. Donc, pour notre client, on s'était donc posé la question de savoir, au niveau du groupe français, comment déterminer l'applicabilité pour chaque filiale, qu'elle soit française ou belge. Donc, l'idée, c'était de considérer chaque filiale comme une entité morale distincte et donc de se poser la question à chaque fois, pour chaque filiale qui a une personnalité juridique propre, la question. D'accord ? Donc, on va vraiment distinguer pour chaque filiale. En revanche, on avait, donc, pour ce client en particulier, coexistence au sein du groupe, d'accord, de filiales qui étaient régulées au titre d'entité essentielle, au titre d'entité importante, et d'autres qui étaient hors champ. D'accord. Donc, ça, c'est possible. Dans la pratique, c'est possible. En revanche, il faut faire très attention parce qu'en fait, lorsqu'on a des réseaux, des systèmes partagés entre filiales, alors là, je vous rappelle, d'une part, on peut avoir un mécanisme de sous-traitance. Si une filiale est sous-traitante d'une autre filiale, elle peut se voir imposer
des mesures indirectes. Et d'autre part, toute la logique de NIS 2, c'est si le réseau et les systèmes sont partagés, à ce moment-là, c'est très difficile de justifier une exclusion. OK. J'avance parce qu'il y a un autre cas de figure qui est intéressant. Alors, pour le coup, celui-là, il est tranché par l'ANSSI. C'est le cas où on a une entreprise qui a différentes activités. Et chaque activité relève d'un secteur particulier, soit annexe 1, soit annexe 2, soit voire une activité qui ne relève, qui est hors champ. Auquel cas, alors là, c'est très clair, s'il suffit d'avoir une activité, un département, une business unit qui est secteur 1 pour qu'on arrête l'analyse quelque part. C'est-à-dire l'ensemble de l'entreprise qui est multisectorielle, multi-activité, sera soumise à NIS 2 en tant qu'entité essentielle. Maintenant, effectivement, on peut se poser la question des exemptions, à savoir que la méthodologie d'exemption n'a pas encore été totalement arrêtée, d'accord, par l'ANSSI, puisque si vous vérifiez au niveau de la méthodologie qui a été publiée, je peux vous affirmer que par rapport à ce qui a été publié l'année dernière, sur la V3, ça a été modifié. Donc aujourd'hui, le mécanisme d'exemption, je parle vraiment d'exemption de département ou d'activité au sein d'une même société, n'est pas encore clarifié. Donc, à date, ça s'applique à tout le monde. Parce qu'il est passé partout. C'est pour ça que voilà. Donc, voilà pour ma part. Ben, écoutez, il y a peut-être des questions, mais on les prendra à la fin. Et pour le coup, Marc-Antoine, là, je suis dans les temps, donc je te laisse la parole si tu veux poursuivre. Oui, pardon, on entendait du bruit apparemment derrière moi, c'est bon. Je reprends la main. Merci, merci James. Je te laisse arrêter le partage de ton côté pour que je puisse présenter du bien. Oui. Hop, fenêtre et... Voilà, et je bascule en très grand écran. Est-ce que c'est tout bon de ce côté visualisation? Bon. Oui. Ok. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Marc-Antoine Ledieu, je suis avocat au barreau de Paris. Voilà, j'ai des missions de RSSI Legal et bien sûr, depuis maintenant fin 2020, je m'intéresse à NIS 2, DORA et le CRA maintenant. Donc, je vais vous apporter ma vision de juriste. Vision de juriste avec, moi j'ai l'expérience d'un opérateur assez critique en matière de réseau entité critique entre guillemets, qui a fait le choix de déployer de manière uniforme les mesures de sécurité à la française dans toutes ses filiales UE. Donc c'est en partant de cette expérience et avec ce que nous on a analysé, la vérité, en matière de NIS 2, il n'y en a pas, d'accord. Chacun peut avoir des analyses qui sont différentes. Le tout sera d'être capable, au final, d'expliquer à l'autorité de contrôle qui arrivera la manière dont on a bossé. Donc effectivement, pour le faire en très rapide, parce que James Patrick a été clair, et puis je vous mettrai le lien vers mes slides qui sont déjà en ligne. Bon, on a dans le projet de loi résilience le critère entité essentielle, entité importante. J'insiste pas, je vous mettrai mes slides en ligne. On a bien sûr ce cas tout à fait spécial des désignations d'office. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vous passe les critères, parce qu'il y a encore toujours dans le projet de loi résilience, on a du blabla. C'est la possibilité de l'État, en dehors des critères de ETP, équivalent temps plein, donc nombre de salariés et chiffre d'affaires et bilan, de dire bon, bah, vous êtes critique. Moi, j'ai un autre client qui a fait le choix de s'auto-désigner comme entité critique. Ils sont juste sous les seuils, mais ils savent que vu leur objet social et vu ce qu'ils commercialisent, ils ont pris le taureau par les cornes, entre guillemets, et ils ont fait l'effort de se mettre au niveau. Ils sont en cours de déploiement, sans attendre la désignation d'office. Parce qu'ils vont en faire un argument marketing en disant, écoutez, nous, on a compris, nous, on fournit des secteurs assez critiques. En l'espèce, c'est beaucoup la défense, l'aviation civile et d'autres types d'activités un peu sensibles. Donc, eux, ils ont opté.
Maintenant, je vais surtout focaliser, moi, mon discours sur ce problème qui est tout à fait particulier, qui est société mère filiale. Alors, les Belges, nos amis belges font ce qu'ils veulent. Ils ont une loi qui est sujette à interprétation, à commentaires. Bon, l'ANSSI, pas toujours d'accord. Moi non plus. Moi, à un moment, je suis un légaliste, hein. Je vais intervenir comme juriste. Enfin, vous allez voir que ça ne m'empêche pas d'avoir un peu de bon sens. En droit européen, on va compter la consolidation, société mère filiale avec le critère à 25%. C'est 25% ou plus de détention du capital ou des droits de vote dans ces filiales. Donc là, on va raisonner sur, mon hypothèse principale, bien sûr, c'est maison mère en France, société mère en France et filiale UE. Eh ben, vous regardez si vous avez 25% ou plus du capital et des droits de vote dans vos filiales UE, et tout de suite, ça va vous permettre de déterminer si vous êtes au final, entité essentielle, entité importante. Ça, c'est pour le périmètre du groupe. C'est pas la même chose que le déploiement des mesures de sécurité. Je vous montre un instant. On a quand même un deuxième critère. Alors, c'est européen, là, c'est une directive de 2011 hein, qui est toujours en vigueur. Pour ce qui est du régime fiscal, alors qui peut ne pas être le même, vous savez que le droit fiscal déroge toujours au droit des sociétés. Voilà, en droit fiscal, on vous dit périmètre de consolidation, c'est participation d'au moins 10%. Personnellement, pour quand même travailler depuis à peu près 30 ans dans ces matières-là, moi, j'aurais tendance à retenir ce critère-là. C'est 25% ou plus de détention directe ou indirecte, hein, bien sûr, des filiales sur le territoire de l'UE. Maintenant, ne mélangeons pas les choses. Imaginons que moi, société mère française, j'ai 10 filiales dans l'UE, mais dont 3 seulement rendent le fameux service essentiel. Eh bien, je vais calculer ma détention capitale, droit de vote sur l'ensemble de mes filiales, mais je ne vais déployer mes mesures de sécurité pour les filiales qui sont directement impactées par la prestation du service essentiel, hein, c'est les services qui sont dans les annexes 1 et 2. Et je rejoins James Patrick, si une filiale a juste une business unit et pas le reste, ben, tant pis, c'est l'ensemble de la filiale qui va bénéficier, entre guillemets, du package de déploiement des mesures de sécurité. Ça fait assez peu de doute. Voilà, donc ça, c'est ma super synthèse. Donc les effets de seuil pour le calcul au niveau groupe, on est bien sur les ETP, le CA et le bilan. Et après le déploiement, on regarde quelle entité juridique va déployer effectivement, enfin, va rendre le service essentiel annexe 1, annexe 2. Alors maintenant, en fait, le problème qui se pose, principalement, c'est la nature des mesures de sécurité. Et là, c'est là où on a l'option. Est-ce que moi, société mère française, mais c'est pas absolument pareil pour une société mère, belge, allemande, italienne ou ce qu'on veut, ça va marcher de la même manière. Est-ce que la société mère va imposer ces mesures de cybersécurité à l'ensemble de ses filiales intra-UE? Probablement extra-UE, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Ou alors est-ce qu'on va s'accrocher aux critères, j'allais dire un peu basiques du pays d'établissement? Voilà. Donc ça, c'est très joli, en termes de picto, mais ça ne change pas, ce que je viens de vous dire. Est-ce que je déploie mes mesures à la française dans l'ensemble, de mes filiales? Alors, légaliste, moi, je vais aller regarder, ce qui se dit, hein, les fameuses auditions de monsieur Vincent Strubel, le DG de l'ANSSI, quand même, quand le DG de l'ANSSI s'exprime, moi, j'écoute. Alors, dans son audition au Sénat, on lui a posé la question, il a juste pas répondu. Par contre, plus intéressant, dans son audition à l'Assemblée le 7 mai, c'était il y a pas 100 ans, il a dit officiellement qu'il avait demandé l'avis consensuel, à Bruxelles. Alors, c'est le groupe de coopération de l'article 14, vous serez édifié de l'apprendre. Voilà, donc on pose une question à l'article 14, tout le monde va essayer de se mettre d'accord. Moi, juriste, je vous le dis, pour travailler un peu avec l'ANSSI, le métier de l'ANSSI, c'est pas de faire du conseil en disant vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Le métier de l'ANSSI, comme de l'ensemble des autorités de contrôle ici, c'est je fais de la norme, je fais du contrôle d'application de la norme et parfois de l'interprétation. Mais cette interprétation peut ne jamais venir. Alors, je vous donne un exemple extrêmement concret là-dessus. Il y a eu un groupe de concertation, donc Nice 2, article 14, la semaine dernière, qui a eu lieu à Paris. Eh bien, le problème des sociétés mères et des filiales n'était pas à l'ordre du jour. Le prochain groupe article 14 aura lieu en septembre et on ne connaît pas son
ordre du jour. Donc en fait, on peut tout à fait ne jamais avoir de réponse de la part des autorités de contrôle là-dessus, que ce soit individuel ou de manière groupée. Et je vous rappelle que les autorités de contrôle ne sont pas là pour faire du conseil. D'accord? Ils peuvent vous donner une doctrine d'interprétation, auquel cas, si on a ça, bah, faut pas rêver, faut y aller direct. Et si on n'a pas, eh bien, il va falloir prendre ses responsabilités. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Comment c'est écrit, ce problème des maisons mères et des filiales dans le texte de Nice 2? Ben, le principe, c'est: j'ai une société, je relève de l'État membre dans lequel je suis établi. C'est le principe. Jusque-là, c'est simple. Ça ne règle pas le problème des sociétés mères filiales, mais jusque-là, c'est simple. Et on a une exception qui va tout à fait, dans le bon sens, mais qui est apparemment limitativement, définie pour les fameuses entités réseau critiques. Ce sont c'est les secteurs d'activité 8 et 9 plus 6 de l'annexe 2, 8 et 9 annexe 1. Alors je vous le fais de mémoire, mais je me trompe, je crois pas trop, plus, annexe 2, c'est le secteur 6. Voilà, régime spécial. Et là, il est dit assez clairement dans les considérants, hein, qu'il suffit de citer, un seul État membre devrait avoir compétence pour l'ensemble des entités. En clair, s'il y a une maison mère, cette maison mère va prendre, donc pour les entités réseau critiques, va prendre le dessus et va pouvoir déployer à l'identique sur l'ensemble de ses filiales, puisqu'elle relèverait, c'est des considérants, mais enfin, quand c'est écrit aussi clairement comme ça, dans un considérant général, on s'y attache, eh bien, il y aurait une maison mère qui dépendrait d'une autorité de contrôle, qui aurait plus qu'à auditer, entre guillemets, la maison mère et vérifier que les filiales ont bien déployé à l'identique. Ça marche pour les entités réseau critiques. OK? Et voilà, donc vous avez le deuxième détail, blablabla, c'est dit aussi, à l'article 26.1b. Voilà, le considérant le dit, c'est dit dans les articles de la directive, donc ça pose pas de problème pour les entités réseau critiques. Et puis très curieusement, enfin non pas très curieusement, en fait, c'est plutôt là du bon sens, le curieusement va arriver après. Comment on va définir un établissement principal? Là, j'ai trouvé que le critère était intéressant. C'est là où sont prises les décisions relatives, bah, à la politique de cybersécurité. Si je suis maison mère et que je décide pour l'ensemble de mes filiales, eh bien, c'est bien moi, établissement principal, qui prend des décisions relatives aux, je cite, mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité. Donc, en clair, toute la politique cyber. La maison mère décide, déploie à l'identique partout. Donc là, on est toujours sur les entités réseau critiques, hein. Et à la fin, à la fin, du considérant, 114, vous voyez, c'est pour une fois, les considérants servent à quelque chose. Il y a cette phrase, qui, moi, me semble tout à fait intéressante: «L'établissement principal de l'entreprise qui exerce le contrôle blablabla, blablabla, lorsqu'on est dans un groupe d'entreprises». OK? C'est le seul endroit dans tout Nice 2 où on vous parle de groupe d'entreprises. Groupe d'entreprises, groupe de sociétés, nous, on a fait la recherche derrière, en droit européen, c'est à peu près la même chose. Donc c'est dans un paragraphe qui traite des entités réseau critiques, mais la phrase en elle-même n'est pas rattachée spécialement aux entités réseau critiques. Alors vous allez me dire que je pinaille parce que je suis juriste. Bah, en fait, notre métier, c'est ça, c'est d'essayer de trouver des arguments qui permettent de dire: «Bah, ça, c'est possible, ça, c'est pas possible». Et le raisonnement classique, en droit, hein, qu'on applique en droit pénal, bien sûr, mais en droit civil, si c'est pas strictement interdit ou si c'est pas écrit clairement que c'est obligatoire, ça veut dire que c'est autorisé. Et aujourd'hui, moi, pour mes clients actuellement qui se posent cette question de déploiement, et d'arrêter de la politique de cybersécurité pour l'ensemble de leur groupe, bah, voilà, si ce choix est conforme à ce principe général du droit, ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé, c'est conforme à l'esprit de la directive 10.2. Donc moi, actuellement, j'engage ma responsabilité par écrit, vis-à-vis de mes clients, leur disant: «Vous êtes société mère, vous décidez de la politique cyber pour l'ensemble de votre groupe, déployez vos mesures de cybersécurité à la française dans l'ensemble de votre groupe». Alors vous allez voir que ça a plein d'avantages, je vous en parle, dans un instant. Alors, dans la directive qui est pas toujours très détaillée, pardon, c'est pas mal. Pour ce qui est du projet de loi résilience, il y a rien de plus. OK, j'ai été éplucher, avec, mes collaboratrices la version du Sénat, donc que je vous ai mis à disposition en ligne, donc ce qu'on appelle la V3 du mois de mars. Eh bien, c'est une recopie, OK, sans les considérants de ce qu'il y a dans la directive. Donc l'établissement principal, voyez toujours ce critère qui revient
Pour les entités réseaux critiques, c'est repris vraiment, mais à l'identique dans le projet de loi, les décisions relatives aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité, blablabla. Donc, de toute façon, c'était clair, on s'y attendait. Le projet de loi recopie la directive et s'il y a des problèmes d'interprétation, on va laisser tout le monde se débrouiller. Et je vais vous passer à ma conclusion avec moi ce que j'en pense et la manière dont je le traite. Alors, des indices supplémentaires au profit de cette notion de je vais développer une politique de sécurité que je vais déployer, pardon, dans l'ensemble des pays de l'UE. Alors, on va revenir aux fondamentaux, parce que plus les problèmes sont complexes, plus les mécaniques appliquées sont simples. Vous le savez, le NIS2, comme DORA, comme le Cyber Resilience Act, ce sont des politiques de sécurité fondées sur les risques. Ok. Il n'est pas dit que ce risque, il est exclusivement technique. Alors, vous avez ce personnage qui est très spectaculaire dans cette BD que j'aime bien. Euh, voilà, tel que c'est écrit dans la directive, tel que c'est écrit dans les considérants, donc il y a l'article de la directive, là on est sur 21.2, on vous dit une approche tout risque pour protéger les réseaux et les systèmes d'information. Eh bien, cette approche tout risque, j'ai cité, vraiment, c'est écrit comme ça. Eh bien, moi, je vais considérer que dans cette notion d'approche tout risque, on va mettre le risque juridique. Puisqu'après tout, ça n'est pas clair. Si ça n'est pas interdit, c'est pas obligatoire, c'est autorisé. Donc, on va faire rentrer cette notion de risque juridique et de décision juridique sur la politique à déployer. Et on va dérouler ça dans son déploiement des mesures de sécurité. Ce qui m'amène à cette première conclusion qui est assez claire, qui est vous, alors je ne parle pas des administrations qui ont un régime dérogatoire en termes de déploiement des mesures de sécurité, une administration française va déployer son régime français, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais si vous êtes une entreprise privée, une société mère avec des filiales, eh bien, il vous appartient de prendre une décision éclairée. Vous vous faites conseiller, vous prenez vos responsabilités, vous dites, ben, je fais comme ci ou je fais comme ça. Et là, pour moi, ça me semble clair. Alors, vous allez voir, il y a une ou 2 slides, pardon, qui reviennent. Pour moi, ce critère de détermination de la politique cyber au niveau des filiales me paraît le premier choix à prendre en compte. C'est cette notion de risque, risque juridique inclus. À partir du moment où c'est écrit et documenté et que c'est justifié, votre risque juridique, au final, il est extrêmement faible. Il y a 2 autres, arguments juridiques extrêmement forts sur lesquels je ne reviendrai pas, je vous les cite juste. C'est cette notion de niveau commun élevé de cybersécurité. Bah, si vous prenez les critères français qui, en général, sont assez élevés, tels qu'on les connaît quand même avec tout ce qui a fuité dans la presse, je vois mal une autorité de contrôle d'un autre pays de l'Union venir reprocher à une filiale dans son pays, filiale d'une société française mère, reprocher d'avoir mis en place un niveau de sécurité élevé, même s'il n'est pas tout à fait cohérent avec le régime national. Et puis il y a le deuxième critère qui est l'obligation. Ce n'est pas juste une possibilité, c'est l'obligation de coopération entre les autorités de contrôle. Les autorités de contrôle ne vont pas s'acharner sur une filiale en Belgique, par exemple, d'une société française pour savoir si c'est bien le framework belge qui a été appliqué ou le framework français. Ce qui va intéresser les autorités de contrôle, soyons lucides, soyons réalistes, c'est savoir s'il y a quelque chose qui a été fait sérieusement, qui est auditable, et pas que sur le papier. Je vais directement à ma conclusion. Alors, contrairement à ce que le dialogue de ma slide, non, inspirer la peur, pas quelque chose qui me motive. On va essayer d'être concret. En fait, c'est quoi le problème? Les autorités de contrôle, qu'elles soient belges, françaises, allemandes, espagnoles, grecques, ou qui vous voulez, d'abord, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on n'a que 3-4 pays qui sont en cours de transposition active. Tout le monde est en retard. Donc, comment fait-on concrètement? OK? Moi, aujourd'hui, mon conseil est de dire que vous soyez ISO 27001 ou pas. Si vous êtes ISO 27001, c'est mieux quand même. Avec effectivement une des remarques que j'ai vues tout à l'heure sur le chat, qui est le problème du périmètre. Le périmètre d'une ISO, pour que ça colle à peu près avec NIS2, il faut que ce soit le périmètre du service essentiel, ok, pas autre chose. Donc, si votre périmètre il est trop restreint dans votre ISO, il va falloir ouvrir. Mais l'idée, c'est quoi? Si aujourd'hui, j'ai un ISO ou j'ai rien, déjà, je vais faire un gap analysis avec ce que j'ai déjà fait en termes de mesures de sécurité et la cible que je vise à atteindre. Et il ne faut pas rêver, si vous prenez déjà les mesures de 21.2
de Nice 2, vous savez très bien ce qu'il faut faire, avec un niveau de granularité qu'on pourra discuter. Ben, enfin, il y a assez de projets de décret, notamment de l'ANSSI, qui ont fuité pour qu'on sache à peu près exactement ce qu'il va avoir à faire. Donc pour moi, la première chose, c'est gap analysis. Et dès qu'on a fait ça, eh ben, on organise sa roadmap de déploiement. Et aujourd'hui, ce que je vois, moi, dans la pratique, pour les entreprises qui font autre chose que mettre la tête dans le sable, fameuse politique de l'autruche, c'est des roadmaps sur 6, 12 mois jusqu'à 18 mois. Du moment que la roadmap, elle est tenue, qu'elle est documentée, qu'elle est justifiée et que c'est implémenté pour de vrai, pas juste sur du papier. Voilà. Et tout ça, comme toutes ces politiques de sécurité fondées sur les risques, eh bien, on vous demande quoi? On vous demande de documenter. Et documenter en fonction de quoi? Ben, en fonction de ce qu'il y a dans la directive, bien sûr. Et dans la directive, on vous dit, ben, faites des choix qui soient conformes aux objectifs de l'UE. Faites des choix qui soient, alors là, c'est tout simplement des critères qui sont posés, hein, dans la directive NIS 2. Donc, uniformiser le déploiement de mesures de sécurité pour réduire la charge des frais administratifs, je cite, rationalisation et simplification en termes de coûts et d'auditabilité, et puis l'efficacité technique. Si vous déployez des mesures de sécurité élevées à l'identique dans un groupe de sociétés sur le territoire de l'UE, bah, a priori, ça va mieux marcher que si chacun fait dans son coin de manière différente. Il ne faut pas rêver, il faut aussi prendre cet objectif en compte. Voilà, j'en ai presque fini, pour être dans les délais en vous rappelant ça, hein. N'attendez pas la solution miracle, ça c'est ce que j'écris, et ce que je dis, ouvertement à tous mes contacts. J'ai suffisamment de contacts à l'ANSSI pour savoir qu'ils ont beaucoup de mal à prendre cette position. L'ANSSI, c'est des juristes qui appliquent une loi, c'est pas eux qui vont vous dire comment l'appliquer. Donc à un moment, je sais que ça peut paraître nouveau en termes de sécurité, mais, a priori, vous avez un problème de droit d'auteur, vous allez appeler vos juristes qui appelleront peut-être des avocats et s'il y a un problème, vous allez aller devant un tribunal. Ben, ça va marcher de la même manière en matière de cybersécurité. Alors, vous pouvez attendre les premières condamnations dans 3, 5, 8 ans. En attendant, il y a ceux qui auront fait et ceux qui n'auront rien fait. Après, c'est un choix de responsabilité qui repose bien sûr sur le management de l'entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, prenez votre décision, prenez-la de manière la plus éclairée possible. Vous avez des professionnels comme Serma Safety and Security, vous avez des avocats qui peuvent vous accompagner pour ça, peuvent vous expliquer clairement quels sont vos tenants et vos aboutissants. Parce que, ben non, et je m'arrêterai là, si vous prenez la décision, que moi j'encourage à 100%, de déployer dans l'ensemble de l'UE des mesures de sécurité entre guillemets à la française, eh bien, ça veut dire 2 choses. Un, vos filiales dans l'UE, de toute façon, ont l'obligation de s'enregistrer auprès du régulateur national. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et ensuite, quand on aura l'ensemble des législations nationales qui auront été publiées, là, pays par pays, on pourra, nous, société mère française, eh bien, personnaliser, entre guillemets, ça, ouvrez les guillemets, compliance locale, en fonction des lois nationales. Bah, enfin, alors là, il ne faut pas rêver, ça va être re-gap analysis et ça va être redéploiement éventuellement de mesures de sécurité additionnelles. Alors, ça va être long, ça va être compliqué, ça va être cher. Moi, je ne pense pas que ce soit très efficace et je ne pense pas que ça amène grand-chose en termes de risque, enfin d'efficacité. Parce que le risque ne va pas venir vis-à-vis des autorités de contrôle là-dessus. Si vous avez déployé, les autorités de contrôle s'entendront entre elles, de manière informelle, très probablement, hein. Je suis ce genre de manière depuis un moment, pour être en mesure de vous l'affirmer. Voilà. Maintenant, si vous voulez étayer le, le raisonnement et le choix de votre décision, voilà. Nous, on a fait une étude très complète. Ah, si vous regardez juste le nombre de pages, hein, entre la synthèse et les extraits de la fameuse directive EFA qui permet de prendre certaines décisions, nous, on a un mémo de 35 pages qui nous a permis de conclure que oui, aujourd'hui, en termes de risque, avec les objectifs qui sont écrits dans la directive NIS 2, une société mère, qu'elle soit française ou allemande, a non seulement le droit, mais devrait prendre la décision de déployer ces mesures de sécurité dans l'ensemble de ses filiales Union européenne. Parce que si ça marche, il faut quand même l'admettre, si une société mère française décide de déployer ces mesures de sécurité dans ses filiales UE, il faut aussi admettre qu'une société mère allemande prenne la décision de déployer ces mesures de sécurité pour ses filiales, y compris en France.
Qu'est-ce que vont y perdre les autorités de contrôle? Bah, en fait, pas grand-chose, d'autant moins que, soyons assez réalistes, les systèmes d'information aujourd'hui sont quand même assez centralisés et si c'est la société mère allemande qui contrôle le déploiement des mesures de cybersécurité, eh bien, c'est quand même elle qui va être en mesure d'être auditée par son autorité de contrôle. Donc, je vois mal l'ANSSI aller contester les contrôles du BSI faits sur le territoire allemand et au profit des filiales éventuellement qui seraient situées sur le territoire français. Je pense que nos autorités de contrôle ont d'autres chats à fouetter que de se lancer dans ce type de contentieux. D'abord, il faudrait qu'ils en aient les moyens et ensuite, il faudrait qu'ils en aient l'envie. Voilà, j'espère ne pas avoir trop dépassé. Je quitte le grand écran. Je vous remercie de votre attention. Je vous envoie tout de suite dans le chat le lien pour mes slides et je réponds à vos questions avec James Patrick. Merci Marc-Antoine. Non, non, c'est très clair. Et on a déjà des questions dans le chat. Alors, donc on avait une question de Moussa Sall qui nous demandait. Alors, c'est une question technique, Marc-Antoine. Hein. Est-ce qu'une holding opérant dans un secteur critique et si certaines de ses filiales sont classées OIV car elles relèvent de la LPM, elles-mêmes également concernées par la directive NIS 2, même si elles ne gèrent que la partie administrative et directionnelle. Oui, donc de la direction. Okay. En gros, les organes de direction sont dans la holding et elles doivent faire des services d'administration, mais ces filiales de holding sont elles OIV. Est-ce que la holding est EI ou EE? Alors aujourd'hui, objectivement, hein, pour avoir lu le projet de loi résilience, la manière dont, ce que moi j'en ai compris, hein, parce que c'est quand même pas simple. Moi, je m'occupe de la LPM 2013 depuis 2014, quand j'ai vu le texte sortir. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immense majorité des entreprises françaises qui étaient OIV, en fait, vont basculer sous le régime NIS 2, à l'exception, je dis bien à l'exception, de ce qui va relever de la défense et de la sécurité nationale et de la défense du territoire et patati patata. C'est comme ça qu'il faut comprendre en grands traits, hein, l'évolution de cette législation. Donc la France va conserver, entre guillemets, pour des raisons de souveraineté évidentes, un régime particulier OIV sur ce qui est de plus critique pour elle. Donc en clair, secteur défense. Tout le reste, et c'est l'objet aussi de ces réglementations UE, est de basculer sur un régime commun. Donc l'immense majorité, même des entreprises qui étaient OIV, vont basculer sur le régime NIS 2. Okay. Maintenant, quand on va devoir arbitrer le conflit entre OIV et NIS 2, on peut se poser des problèmes juridiques à n'en plus finir. Hein. Moi, je peux faire des consultations très, très chères et très, très savantes. Ça ne m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de savoir au niveau des mesures de sécurité. Si vous avez déjà un SI qui fait l'objet de mesures de sécurité type OIV, j'allais dire ne changez rien et déployez. Qui peut le plus, peut le moins. Après ça, ce sera juste un problème de mapping et de gap analysis. Mais de mémoire, si vous respectez des arrêtés sectoriels type OIV, vous êtes quand même au-dessus de ce que vous demande NIS 2. Donc ne changez rien, conservez à l'identique. Maintenant, si vous avez de nouvelles entités qui arrivent, déployez le régime NIS 2. Et ensuite, demandez-vous si vous avez un intérêt économique ou un intérêt à titre de surveillance d'upgrader tout votre système pour basculer sous un régime de mesures de sécurité. Là, je vous parle bien de mesures de sécurité. Type OIV, vous faites grimper par le haut, ce qui est l'objectif de l'Union européenne, ou alors vous appliquez un régime de mesures de sécurité type OIV pour les uns et un mesure de régime de sécurité type NIS 2, EIEE pour les autres. Et en fait, le problème va se poser également sur la distinction entre j'ai une entité filiale qui est essentielle et j'ai l'autre qui est importante. Est-ce que vous pensez qu'il va être pratique en termes économiques ou en termes d'efficacité d'avoir un SI qui sera entité essentielle et un SI qui sera entité importante? Moi, je pense que pour rationaliser tout ça, au final, on va être obligé de trancher, mais par le haut. C'est-à-dire de prendre systématiquement l'option, je suis entité essentielle d'un côté, entité importante de l'autre. En fait, je vais fusionner et je vais mettre tout le monde au niveau de sécurité type entité essentielle. Bien sûr, ça va être plus cher, ça va être plus compliqué.
s'organiser dans le temps, mais pour moi, c'est la seule manière dont ça s'interprète intelligemment, cette espèce de magma de mesures qui se chevauchent. Moi, c'est en ce sens que je conseillerais, par écrit, mes clients qui me posent la question, en engageant ma responsabilité. Après, chacun prend ses responsabilités, et c'est le sens des slides que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure. Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi, Marc-Antoine. Moi, après, par rapport à la question de Moussa, moi, ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, une holding en soi, une holding, c'est une société qui détient des participations dans d'autres boîtes. Donc, à la limite, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une activité opérationnelle de la holding qui relève du secteur 1, secteur 2? C'est pas Sinon, obligé. C'est pas obligé. c'est pas obligé. Qu'est-ce qui n'est Bah pas non. obligé? Bah, je veux dire, une holding, j'allais dire une pure société financière, OK? Son nombre de salariés risque d'être extrêmement réduit. Son chiffre d'affaires, propre va être très réduit. Par contre, c'est elle qui risque de prendre les décisions politiques, notamment relatives à la cybersécurité. Donc de toute façon, elle va prendre le package et c'est elle, je pense à 90 qui va décider de cette politique de sécurité, probablement en prenant l'avis de la première filiale qui va être concernée. Donc elle va faire partie du package, même si elle ne sera pas impactée, puisqu'elle ne rendra pas le fameux service essentiel. C'est là où j'ai essayé de faire une distinction tout à l'heure entre comment on va calculer la taille de son groupe, donc on va prendre en compte la holding, mais la holding, si elle n'exerce pas en fait une activité essentielle importante, ben, elle n'aura pas à déployer les mesures. Mais c'est elle qui risque de prendre, dans 99 des cas quand même, la décision politique, inspirée peut-être par sa filiale principale, mais c'est elle Ok. qui va prendre. Mais c'est pas elle qui, enfin, c'est elle au final qui peut prendre la responsabilité juridique, puisqu'à un moment là, mettons la grosse filiale concernée se fait contrôler, va dire ah ben vous n'avez pas fait le job, va dire attendez, la politique, c'est la holding. Donc à ce moment-là, la responsabilité au final va porter Sur sur la la holding. holding. Ok. D'accord. C'est du bon Oui, sens, c'est du bon sens. bien Si les sûr, organes de direction sont déportés au niveau de la holding, exactement. oui, c'est du bon sens que du coup la holding porte une part de responsabilité. Plus ces Effectivement. textes sont Hmm. compliqués, plus les principes sont nombreux, plus moi je raisonne en bon sens, en allant voir si c'est interdit dans la directive, si c'est autorisé ou si ça n'est pas interdit ou si c'est obligatoire. Et après ça, je vous donne un exemple. Il y a une quinzaine d'années, il y a une grande entreprise financière qui se fait contrôler par la commission des opérations de bourse. Le montant de la condamnation était à l'époque de plus de 800 millions. Qu'on soit en euros ou qu'on soit en francs, ça ne va pas changer grand-chose. Ils ont gagné le contentieux vis-à-vis de la commission des opérations de bourse sur un principe basique comme ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ok, il y a un avocat qui a osé sortir ça en contentieux. Ils ont fait sauter la condamnation de la commission des opérations de bourse à 800 millions sur un argument basique d'un état de droit. Si ça n'est pas interdit et que c'est soumis à interprétation et qu'on peut en justifier, votre responsabilité ne devrait pas être engagée. Ça n'empêchera pas éventuellement des poursuites, mais ça permet d'éviter les condamnations. Donc, garder du bon sens et des grands principes applicables, ça marche. Question de Frédéric Trifot, Marc-Antoine, pour être sûr d'avoir bien compris ta présentation. Quand on a le cas d'une entité filiale EI ou EE en Europe, cette entité qui est sur la DSI en France, donc tout comme la société mère qui est en France, est-ce que ce sont les mesures à la française par l'entité de la DSI France et gap analysis sur les entités EI et EE en Europe? Bah, moi, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Je veux dire, Oui. en même temps, on peut prendre aussi le lieu de localisation du système d'information principal sur lequel, on va déployer les mesures et si vous avez des filiales qui viennent plusieurs filiales qui viennent se plugger, pardon, enfin, pour le dire comme ça, sur un système d'information central, ce qui est quand même assez répandu comme mode de fonctionnement, hein, ben, on va prendre cette fameuse filiale. Si elle est située hors UE, enfin, pardon, hors France, mais que c'est la holding ou la maison mère française qui l'impose, moi, j'aurais tendance à conseiller ça. La France décide, on déploie à un endroit, en France ou intra-union, et on fait rayonner pour tout le monde. Ne serait-ce pour la rationalisation du déploiement des mesures de sécurité. Moi, c'est comme ça que je conseille mes clients aujourd'hui. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus facile, et que la directive NIS2 ne nous en empêche pas, bien au contraire. Ok. Frédéric, je pense avoir répondu à votre question. Frédéric, que je salue, je sais que je la vois souvent passer quand je pose des trucs. Donc Frédéric, je vous salue de manière particulière. Voilà, c'est dit.
On avait une question de Mustapha en lien avec l'article 20 sur la gouvernance, où il est précisé que chaque filiale classée comme entité essentielle ou importante doit-elle valider sa politique de sécurité au niveau groupe ou pour chaque filiale pour répondre à l'exigence de l'article 21. Est-ce que chaque filiale doit valider sa politique de sécurité? Non, pour moi, non. Ou ça doit être fait au niveau Bah, groupe? en fait, vous avez le choix. Soit vous avez la maison mère, et j'ai vu l'exemple d'une société mère allemande qui a deux usines importantes en France, hein, dans la pétrochimie. La maison mère allemande a dit à ses filiales françaises, Nice 2, hein, débrouillez-vous, vous faites ce que vous voulez. Donc, soit la maison mère laisse la latitude à chacune de ses filiales, auquel cas les filiales se débrouillent, vont appliquer le critère d'établissement principal. Donc, moi, je suis cité en France, j'applique les mesures de sécurité à la française. Entre guillemets, la maison mère, le message était le suivant, débrouille-toi et c'est toi qui vas supporter les coûts. C'est une méthode. Ça, c'est imparable. Juridiquement, là, il n'y a rien à dire. Enfin, entre nous soit dit, je trouve que c'est probablement peu efficace, c'est pas rationnel, ça va être compliqué. Et laisser un directeur d'usine, entre guillemets, filiale, gérer le problème de Nice 2, je pense que c'est de la folie. Maintenant, si c'est la décision de la maison mère, pareil, c'est la maison mère qui assumera la responsabilité éventuelle d'un problème, puisque la filiale française, imaginons qu'elle fasse mal le job, hein, en termes de gouvernance ou de déploiement, elle peut dire, attendez, moi on m'a dit de faire ça, la maison mère m'a mis débrouiller, moi je fais ça. Si la maison mère n'est pas contente, ils avaient qu'à me donner des instructions. Moi, je vais assumer ce que j'ai fait. Entre nous soit dit, le fameux directeur d'usine, je serais à sa place, je ne serais pas très confort. Maintenant, la maison mère l'a décidé. Si la maison mère l'a décidé, c'est peut-être un mauvais choix de gestion, mais un choix mauvais, c'est quand même un choix. Après, on assume ses responsabilités. Je n'ai pas de meilleure réponse à apporter. J'étais un peu surpris, hein, mais je peux vous assurer que c'est vrai. Question de Mustapha, toujours au niveau des sanctions. Donc, est-ce que le chiffre d'affaires annuel mondial est à considérer pour les amendes au niveau du groupe entier ou au niveau de la filiale qui fait l'infraction? Niveau groupe? Ah oui, comme pour le RGPD. On va prendre le niveau groupe, sauf que comme on voit que ça a tourné en termes de RGPD, en général, c'est quand même limité au chiffre d'affaires qui va être segmenté par pays. Ceci dit, donc globalement, Alors attends, parce que moi ouais, j'avais une compréhension différente. Donc là, tu nous dis que si une filiale, ma filiale, située en Pologne, je suis français, ma filiale en Pologne, qui fait une activité secteur, allez, 2, disons, qui a les critères de seuil, fait une infraction NIS 2 en Pologne, l'amende, donc de 1,4%, sera calculée pas sur le chiffre d'affaires de ma filiale polonaise qui par ailleurs peut vendre dans d'autres pays, mais au niveau de la maison mère française. normalement, oui. Mais en pratique, ce qu'on a vu pour les sanctions RGPD, en général, les autorités nationales qui mènent le contrôle, enfin, c'est surtout vrai pour la France, tentent quand même de limiter au chiffre d'affaires local. Mais c'est pas très clair, d'abord. Il faut donc donner un avis très péremptoire de ma part, non. Et ensuite, là, je le redis aussi, les sanctions pécuniaires seront appliquées pour ceux qui auront rien fait et qui auront rien fait surtout après un contrôle qui aura fait l'objet d'injonctions de faire de la part des autorités de contrôle. Donc avant qu'on en arrive aux sanctions pécuniaires, on est parti pour un long moment. Et de toute façon, ça a été dit là aussi en France par Vincent Strubel, il n'y aura pas de contrôle avant 2 à 3 ans et tous les partenaires européens sont d'accord. Il y a un consensus au niveau des autorités de contrôle pour qu'on pousse vers le déploiement des mesures plutôt que vers son contrôle strict avec les sanctions. Okay, l'idée, c'est de faire avancer les choses et non pas de sanctionner. Donc, avant de se faire peur, genre shérif, fais-moi peur, avec les sanctions, restons très modérés. Ceux qui auront vraiment rien fait et qui auront pris, en fait, comment ça va se passer? À un moment, il y a un gros opérateur qui va prendre une énorme cyberattaque, ok, et ça va se voir. Et là, on va gueuler. Okay, pour donner un exemple précis, il y a un barrage, alors au Danemark, en Suède
ou en Norvège, je ne sais plus exactement, la semaine dernière, qui a fait l'objet d'une cyberattaque. Les vannes du barrage sont restées ouvertes pendant 4 heures. Ok. Si là, une autorité de contrôle constate qu'il y a un énorme problème, arrive, là, ils auront les moyens de voir, que le job n'a pas été fait, et là, ils vont sanctionner. En dehors de ces cas-là, et des entreprises qui auraient résisté de manière quasi documentée à la mise en œuvre de mesures de sécurité NIS 2, ne nous faisons pas peur avec une menace qui est pour l'instant très virtuelle, c'est-à-dire les mesures de sanction. Ok, très clair. On n'a pas d'autres questions dans le chat. Si, juste William qui demandait, mais en fait, c'était pour rebondir sur le propos. Qu'est-ce qu'une infraction NIS 2? Alors, ce n'est pas une infraction, c'est un manquement. On va parler de manquement. C'est une entité sociale ou importante qui ne respecte pas une des obligations. Voilà, et c'est ni une obligation de moyens, ni une obligation de résultat. Justement, c'est ça ce changement qui est très profond pour les juristes, qui pose d'ailleurs énorme problème à la majorité des juristes, c'est cette notion d'analyse de risque, c'est d'appréciation des risques. Donc, ce n'est pas une obligation de moyens, parce que ça ne marchera jamais, ce n'est pas une obligation de résultat, parce que le risque, c'est le risque. L'idée de tout cet axe cybersécurité, c'est je fais une analyse de mes risques et je vais déployer des mesures de sécurité en fonction de mon analyse de risque. Si mon analyse de risque est bidon, elle sera éventuellement challengée par une autorité de contrôle. Si la politique de sécurité des systèmes d'information déployée conformément à l'analyse de risque est bidon, elle peut être challengée, c'est-à-dire contestée, en clair, par l'autorité de contrôle. Mais c'est comme ça que ça va marcher. Et le problème, c'est que les juristes aujourd'hui rament un peu à comprendre ça. Mais la réalité, elle est juste là. Marc-Antoine, dans la pratique, si on se réfère aux 20 objectifs de sécurité de l'ANSSI, dans les 203 mesures, on peut avoir des mesures assez détaillées du type la PSSI doit être signée par le directeur général et revue tous les ans. Et ça, c'est un point de contrôle. Absolument. En soi, ça, il n'y a pas beaucoup de latitude d'interprétation. C'est soit je l'ai fait, soit je ne l'ai pas fait. Maintenant, est-ce qu'un manquement à une de ces exigences entraînera infraction, NIS 2 au sens amende? Ça me paraît très peu pour. Très peu probable si c'est juste ça. Oui, c'est clair. Non. Voilà. Il va falloir en clair. Un énorme manquement qui soit constaté parce qu'on est une entité très critique, qu'on est sous les feux de la rampe. On est un opérateur d'électricité, on voit ce que ça a donné en Espagne aussi il y a un mois ou deux. Je veux dire, à un moment, il y a le réseau électrique qui s'arrête, on va aller regarder si ce n'est pas un problème cyber. Et si c'est vraiment un problème cyber, on va regarder si l'entité a fait son analyse de risque, sa PSSI, ou si c'est une cyberattaque tout à fait extraordinaire, auquel cas on ne peut pas se protéger à 100%, et on rejoint ce débat obligation de moyens de résultat, et on va dire, ok, vous avez pris une attaque par une VUN 0D, un truc qu'on n'avait jamais vu, vous aviez fait le job, PSSI, analyse de risque, vous vous êtes fait trouer quand même, c'est dommage. Ça c'est pas de chance, mais on ne peut pas vous le reprocher. Ou alors vous avez juste rien fait, votre PSSI c'est que du flanc, vos mesures de sécurité c'est que sur le papier et il n'y a rien de déployé. Et là, moi, autorité de contrôle, je vais m'énerver et je vais dire que effectivement, ça c'est un manquement. Alors, question de William, du coup, qui rebondit. Donc, vous dites que si les risques sont identifiés et acceptés, l'entité est alors protégée, au sens conforme NIS 2. Elle est protégée. Elle a fait le job de manière officielle, c'est ça. Alors, disons qu'en fait, NIS 2, je crois qu'il y a deux volets. Il y a le volet analyse de risque et puis il y a le volet mesure socle. Il y a quand même un socle où, indépendamment de ce que toi, tu estimes, j'allais dire, compatible ou pertinent dans ton environnement, il y a quand même un socle de mesures à mettre en œuvre. Oui, bien sûr. Je veux dire, si on va le faire en clair, si les admins n'ont pas un double facteur d'authentification, ça s'appelle du foutage de gueule. Voilà. Je veux dire, il y a des mesures très concrètes, très pratiques. S'il n'y a pas de backup, exactement. Voilà, il n'y a pas de backup déconnecté pour reprendre la jurisprudence quand même qui fait un peu parler d'elle en France. Il y a des mesures basiques, ça va quoi. Vous faites pas ça, vous êtes juste. Alors, option A, des tocards, option B, des minables, 3, surtout des inconscients. Donc, il y a des mesures qui sont faciles à mettre en œuvre et qui sont incontournables. Maintenant, quand on va déterminer dans sa politique de sécurité les risques qu'on traite et les risques qu'on ne va pas traiter, qu'on va donc lister, là, c'est un choix
en termes de risque de l'entreprise. Et ben, si on va traiter les 10 premiers risques identifiés, je veux dire, ça marche comme ça pour les OIV, c'était déjà pareil, ok? Ben ça, on va en traiter 10 cette année, et puis il y a tous ces risques-là qu'on ne va pas traiter parce que c'est un choix, ok? Ben, si on se fait trouer par les risques qu'on avait identifiés mais pas traités, bah, c'est pas de chance. Puis on va changer de priorité l'année d'après. C'est pas forcément ça que vont reprocher les autorités de contrôle. Les autorités de contrôle reprocheront des trucs basiques que personne n'a fait, qu'une entité n'a pas fait, clairement, et c'est facilement auditable, ou alors des politiques de sécurité débiles ou des analyses de risque inexistantes. Parce que c'est le socle de sécurité, ça va être ça, qui va permettre d'entraîner tout le reste. Bon, en même temps, le double facteur d'authentification pour des admins, même moi, j'utilise ça pour mon WordPress. Ok. Alors, tous les jours, je rentre mon double facteur d'authentification. Machin. À un moment, il faut accepter ces contraintes et il faut que ce soit déployé de manière uniforme pour tout le monde. Et bien sûr, chez les sous-traitants. C'est là où ça coince un peu. Un groupe français de défense dont l'État a plus de 67% du capital est-il exonéré de la directive Nice 2? Ça m'étonnerait. Parce qu'en fait, la manière dont ça va tourner, ça, c'est officieux. Moi, les bruits que j'ai entendus, quand quand on est une entreprise, entre guillemets, d'État, notamment dans le domaine de la défense, on va recevoir une invitation extrêmement ferme, peut-être non écrite malheureusement, à faire le job 10-2. Sinon, ça ne sert à rien. Si les plus critiques pour notre industrie de défense, notamment, ne sont pas régulés par Nice 2, ça ne sert à rien. Et il me semble avoir lu dans le projet de loi de transposition qu'il y a bien une disposition qui va permettre à l'État, notamment dans les secteurs dits régaliens, vraiment le régalien qui va rester, okay, donc globalement la défense, en clair, enfin, tout le secteur de la défense, l'État va désigner d'office. Parce que s'ils ne le font pas, ça va poser un énorme problème. D'accord. Est-ce qu'il y a coexistence des régimes LPM et Nice 2? LPM, OIV. Il va y avoir, mais à la marge. Il va y avoir justement ce que je disais tout à l'heure, à mon sens. Attention, je ne suis pas Madame Soleil et je n'ai pas que la vérité, mais enfin, pour lire pas mal, il va y avoir quelques entreprises qui vont rester OIV, le spatial, la défense, la sécurité nationale, qui va rester probablement LPM avec un contrôle très pointu de l'État. Le reste, ce sera Nice 2 pour tout le monde. C'est comme ça que je le pense. Ok. Et puis, on prendra une dernière question. Valérie, est-ce que Nice 2 adresse le sujet IA? Non. Non. Et ne l'adressera pas. Écoutez, je vais faire comme Vincent Stubel. Je vais paraphraser Vincent Stubel. L'IA, c'est jamais qu'un outil qui a de bons usages et qui a de mauvais usages. Donc, il y a les attaquants qui servent de l'IA. On parle en termes de cybersécurité. Mais il y a des attaquants qui servent de l'IA. Les défenseurs se servent de l'IA. Je suis en mesure, sous réserve de mon secret professionnel, d'en attester très concrètement chez certains de mes clients. Donc, ne nous faisons pas un flanc avec l'IA. L'IA générative, alors en plus, Vincent Strubel a dit IA générative, 2 points, fantasme. Très bien. Et il a dit par contre, l'IA prédictive, sujet un peu sous le tapis qui intéresse moins, ça, lui, ça lui pose plus de problèmes. Mais dans Nice 2, il n'y a pas un mot sur l'IA et le règlement sur l'IA est en train de poser un certain nombre de problèmes. L'Union européenne a beau dire et affirmer encore aujourd'hui, on est bien le 8 juillet, qu'ils vont rester droit dans leur botte sur l'application du règlement IA. Il va y avoir du retard, c'est certain, puisque là, actuellement, l'UE, c'est de politique avouée et déclarée, est en train de faire marche arrière sur un certain nombre de textes en remettant, c'est la présidence danoise qui l'a annoncé il y a même pas 10 jours, l'UE va faire marche arrière sur le RGPD, l'UE va probablement faire marche arrière sur l'IA, et l'UE va mettre le paquet sur Nice 2, parce qu'aujourd'hui, le vrai danger, c'est pas l'éthique, c'est l'IA notamment, c'est pas l'éthique RGPD, c'est la sécurité de nos entreprises. Si nos entreprises coulent parce qu'elles se font cyberattaquer, il n'y a plus de tissu économique, nos économies s'effondrent. Donc l'UE l'a bien compris, présidence danoise, objectif affiché, mettre le paquet sur Nice 2. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est l'Union européenne. Donc, je suis un groupe français qui utilise des cartes graphiques NVIDIA. Quid de toutes mes données chez NVIDIA aux US via le Cloud Act? Question de Bruno. Oui, Bruno, que je crois que je vois qui est Bruno, que je salue aussi. Faut être clair. Que ce soit le Cloud Act. Alors, le Cloud Act, faut pas, ça a été marketé de manière tout à fait étonnante par les agités du bocal de la souveraineté en France et en Europe. Le Cloud Act, c'est des procédures judiciaires, d'abord, et c'est uniquement pour les crimes et les délits.
où là, un tribunal américain peut imposer que ses filiales hors US lui transmettent les données. C'est donc un nombre de cas très réduit. En revanche, ce dont à peu près personne ne parle, il y a le FISA, qui s'appelle le Foreign Intelligence Surveillance Act, qui vient d'être reconduit aux États-Unis il y a 6 mois, 1 an. Et là, c'est l'autorisation pour les services de renseignement américains, c'est la NSA en tête, hein, d'aller imposer, pour des raisons de terrorisme, mais soyons très lucides, de concurrence économique aussi, à ses filiales dans le monde entier de transférer les données dont elles disposent. Donc, à partir du moment où on utilise un outil logiciel, un matériel avec du logiciel qui est US, vendu en Europe, que ce soit en direct par les US ou via des filiales en Europe de sociétés US, toutes les données légalement peuvent être transférées aux États-Unis. Et je vais même le dire autrement, ça c'est ce que je pense, toutes les données sont transférées, ne serait-ce que pour des motifs de concurrence économique directement aux US. Alors ça va représenter des montagnes de données. Après ça, l'IA notamment est un outil très puissant pour aller chercher des données de manière intelligente plutôt que de faire du big data à l'ancienne avec des tableaux Excel en caricaturant le trait. Donc, on a là-dessus un problème de souveraineté qui est évident. Et là, pour l'instant, NIS 2 n'y répond pas. Ça viendra via les normes produites en application de NIS 2 et d'un autre règlement. Mais j'insiste pas aujourd'hui là-dessus, ce serait un peu long. Ok, parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup pour vos questions et votre attention. Et belle journée. Et alors, oui, François, pensez-vous que la méthode EBIOS-CRM puisse être adaptée à une analyse de risque NIS 2? EBIOS-CRM est la méthode d'analyse de risque qui est poussée, recommandée et enseignée par l'ANSSI. Donc, EBIOS-CRM, oui, quand on était OIV, hein, parce que c'est quand même lourd et c'est du sévère. Moi, je vois des entreprises qui s'inspirent de EBIOS-CRM ou qui prennent la méthode et puis qui la font de manière un peu light. Le tout, c'est d'avoir un cadre quand on fait son analyse de risque. Maintenant, ce n'est pas la seule exactement. méthode. Si vous demandez à un avocat de faire une analyse de risque, c'est sûr que sans méthode, ça va être très, très bizarre comme rendu. Ce n'est pas mon métier. Donc, qu'est-ce que je dis à mes clients? Prenez un référentiel qui est connu. Bon, Qui est connu. EBIOS-CRM en version light, il y en a d'autres. À partir du moment où vous partez d'une méthode et que vous documentez, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir rien fait. Voilà. Et qui n'évolue pas d'une mise à jour à l'autre de votre analyse de risque. Il faut une prédictabilité et C'est une mieux, ouais. consistance. Ouais, C'est mieux. S'inscrire dans le temps, c'est pas mal. Voilà. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt. Merci à vous toutes et à vous tous. Bonne journée. Merci, au revoir.